Guerre en Iran, nouvel ordre mondial. L'Europe est-elle en train de se réveiller, de prendre ses distances avec les États-Unis? Les Européens ont en tout cas dit non à Donald Trump. Ils ont refusé récemment d'intervenir dans le détroit d'Ormuz pour débloquer ce passage stratégique. Avec nous pour en parler, Gesine Weber, bonsoir. Bienvenue, vous êtes spécialiste de sécurité et défense européenne, chercheuse au centre de réflexion baptisé Center for Security Studies. C'est à Zurich, en Suisse. Frédéric Moreau, bienvenue à vous et bonsoir. Vous êtes spécialiste de la défense européenne. Vous êtes basé à Bruxelles, en Belgique, et vous collaborez notamment avec l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et pour le volet politique, avec nous en direct de la capitale belge, Marc Botenga, bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes membre du Parti du Travail de Belgique et député européen belge, membre du groupe de la gauche. Ma première question, elle est pour vous, Marc Botenga. Cette guerre en Iran n'est pas notre guerre. Voilà ce qu'a déclaré récemment la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Ça y est, c'est le réveil de l'Europe. Vous applaudissez la chef de la diplomatie européenne ? Non, je ne veux pas l'applaudir. Cette déclaration-là, elle est correcte, parce qu'effectivement, il s'agit d'une guerre illégale, une guerre d'agression d'ailleurs contre un pays souverain. Donc c'est une violation claire de la Charte des Nations Unies et du droit international lancé par les États-Unis et Israël. Donc il est très clair que c'est une guerre que nous devrions condamner et à laquelle nous devrions refuser en tant qu'Européens toute participation. Or, si Mme Kallas, elle a raison de dire que ce n'est pas notre guerre, d'autre part, elle n'a pas fortement condamné cette guerre. Ni les pays européens ont-ils, à une exception près, dit que voilà, on va essayer tout ce qu'on peut pour terminer cette guerre, pour mettre la pression sur les États-Unis, sur Israël. Je pense par exemple en niant l'utilisation de toute base militaire européenne. Je pense potentiellement en considérant des sanctions. Quand la Russie a illégalement envahi l'Ukraine, l'Europe a réagi de manière très forte à travers une série de sanctions, un soutien à l'Ukraine. Aujourd'hui, on ne voit pas cette réaction-là. Gesine Weber, pourquoi, alors on l'a bien compris, pour l'instant, selon Marc Botenga, pas de réveil de l'Union européenne, on va poursuivre, mais juste dites-nous pourquoi est-ce que les Européens ont décidé de dire non sur le détroit d'Ormuz ? Alors pour le détroit d'Ormuz, un point de critique de la part des Européens, c'était vraiment qu'il n'y avait pas de consultation des partenaires européens de la part des États-Unis. Maintenant, les États-Unis demandent de l'engagement européen. Mais il y a deux problèmes. À la fois, il n'y a pas eu de consultation des partenaires européens et il n'y a pas de définition des objectifs des États-Unis. Donc on ne sait pas, est-ce que l'objectif est un changement de régime? Est-ce que l'objectif est la destruction de toute capacité nucléaire? Est-ce que l'objectif est purement économique, axé sur l'accès au pétrole? Et lorsque ces objectifs stratégiques ne sont pas définis, mais vous savez qu'en général, beaucoup ont peur de Donald Trump, beaucoup de dirigeants. Est-ce que ça veut dire, mine de rien, que petit à petit, cette Europe-là, elle ose désormais dire non à Donald Trump? Oui, et c'est assez intéressant, mais il faut aussi le voir vraiment dans le contexte des dynamiques transatlantiques qu'on a observées au cours de l'année dernière, avec l'Ukraine, avec le Groenland. Et il est assez clair que les États-Unis ne sont pas d'alliés fiables pour l'Europe et que cette guerre pourrait en effet, si les Européens se décidaient à y participer, finir une situation où les Européens se trouvent dans une guerre sans sortie qui n'est pas la leur. Ouais, sans issue. Frédéric Moreau, pourtant Donald Trump, comme à son habitude, a menacé les Européens de conséquences néfastes. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, mais il s'est attiré les foudres de Donald Trump pour avoir tergiversé au début, refusé à lui donner accès à une de ses bases dans l'océan Indien. Comment expliquez-vous ce changement, on peut dire, en tous les cas, de position de l'Europe dans ce dossier? Si vous voulez, c'est le moment où c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase, parce qu'on est dans un train de longue durée de dissociation de l'Alliance Atlantique et du partenariat transatlantique. Une alliance, ça repose sur trois éléments. Ça repose sur des intérêts partagés, sur une menace commune et sur des capacités apportées par chacun des alliés. Or, la menace a changé depuis longtemps. Pour les États-Unis, la Russie a cessé d'être une menace depuis très longtemps. La vraie menace, c'est la Chine. Mais pour les Européens,
la menace, et preuve en est la guerre en Ukraine, reste avant toute chose la Russie. Deuxièmement, il n'y a plus d'équilibre des intérêts. Il y a plutôt un déséquilibre des intérêts. Pendant la guerre froide, c'était les États-Unis apportaient la protection et moyennant quoi les Européens achetaient des armes américaines et faisaient des efforts sur le commerce. Là, Donald Trump a cessé de protéger l'Europe, hein, c'est clair, il a dit et redit, maintenant la dissuasion... Mais ça, est-ce que l'Europe commence à vraiment le comprendre? Alors ça monte au cerveau, oui, ça monte au cerveau. Et puis le troisième élément, c'est les capacités. Pour les Américains, les Européens sont incapables et donc c'est un boulet. Donc un déséquilibre des intérêts, incapacité des Européens à fournir des intérêts. Oui, l'Europe est en train de se réveiller, c'est un réveil douloureux. Est-ce que c'est une rupture? C'est peut-être encore un peu tôt, comme l'a dit le Premier ministre canadien Mark Carney à Davos, il a dit « nous ne sommes plus au milieu d'une transition, c'est une rupture ». Ça reste à confirmer car il y a en réalité pas de politique étrangère européenne commune. Ouais. Commune. Et d'ailleurs, on parle encore une fois ce soir de l'Europe comme d'un bloc, mais il y a évidemment des nuances. Et s'il y a bien un homme qui a clairement dit non aux États-Unis dans cette guerre, et peut-être même avant dans le conflit israélo-palestinien, c'est Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol, qui a refusé que les États-Unis utilisent les bases aériennes stratégiques espagnoles pour bombarder l'Iran. On écoute comment le dirigeant socialiste a justifié sa décision. On peut être contre un régime odieux, comme l'est l'ensemble de la société espagnole contre le régime iranien, et être en même temps contre une intervention militaire injustifiée, dangereuse et en dehors de la légalité internationale. Marc Botenga, député européen en direct de Bruxelles. Qu'incarne selon vous Pedro Sánchez? Quelle Europe incarne-t-il? Mais je pense que pour l'instant, l'ensemble d'ailleurs du gouvernement de coalition espagnol, et on voit aussi la société espagnole, parce que c'est un pays où il y a eu beaucoup de manifestations récemment en faveur de la paix, incarne en fait aujourd'hui une voix qui dit le droit international ne peut pas être à géométrie variable. Parce que ce que nous voyons, c'est que l'Europe, on l'a vu à Gaza, on le voit aujourd'hui au Liban, hein, donc où les Israéliens menacent d'annexer 20% du pays et où l'Europe en réalité regarde ailleurs, maintient un partenariat avec Israël malgré tout. Et on le voit aussi sur l'Iran où voilà, il y a des bases militaires européennes qui sont utilisées. On voit que la Grande-Bretagne, bien que pas membre de l'Union européenne, donne un soutien soi-disant défensif dans la région. On voit qu'il y a d'autres pays qui en parlent. Mais par rapport à ça, la position du gouvernement espagnol, effectivement, est plus claire en disant guerre contraire au droit international, guerre qui est injustifiable et donc nous refusons non seulement d'y participer, mais nous refusons aussi d'avoir une quelconque complicité à cet égard. Et donc c'est plutôt une voie, je dirais, d'espoir, de lumière aujourd'hui en Europe. Une voie de lumière selon Marc Botenga. Gesine Weber, vous êtes chercheuse experte allemande notamment. Vous suivez évidemment l'actualité européenne mais aussi de l'Allemagne. Quid de la position de l'Allemagne? On a souvent parlé de l'axe franco-allemand. Est-ce que l'Allemagne et la France peuvent prendre ce lead, pour utiliser un anglicisme, la tête d'une Europe qui ose se positionner de manière souveraine politiquement face à Donald Trump? Je pense qu'on le voit de plus en plus et je dirais peut-être que c'est même aussi la prise de position très forte de Pedro Sánchez qui a un peu bâti le schéma pour un virage stratégique de la part de Friedrich Merz, qui au début n'était pas à 100% ouvertement opposé à ce que disait ou à ce que faisait Donald Trump, mais qui se prononce quand même de plus en plus de manière critique par rapport à cette guerre. Pedro Sánchez, vous nous dites que le chef du gouvernement espagnol, il a influencé quelque peu le reste des dirigeants européens. J'ai l'impression, oui. Et ce qui m'étonne aussi dans ce contexte, c'est vraiment qu'on voit beaucoup plus d'unité de la part des Européens qu'on l'a vu par exemple en 2003 quand il y avait l'intervention américaine en Irak. Là, il y avait vraiment une division flagrante entre ce qu'on appelait la nouvelle Europe et l'ancienne Europe, avec l'Europe de l'Est beaucoup plus favorable à cette intervention que l'Europe de l'Ouest. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus de convergence. Donc je ne suis pas forcément sûre qu'il faut absolument un moteur franco-allemand pour porter cette cause. Il y a plus d'unité, vous nous dites. J'ai plus l'impression que c'est une chose qui est partagée de manière plus large.
Ouais, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, bloque toujours le prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. On a du mal à connaître sa position lorsqu'il s'agit du Moyen-Orient. On sait qu'il est plutôt allié du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, mais sur ce conflit au Moyen-Orient, et notamment de l'Iran, est-ce qu'il s'oppose ou est-ce que, bon, il est... D'abord, il fait partie de l'international réactionnaire avec Orban, avec Netanyahou, Trump et d'autres, Fico et compagnie. Ouais. Donc, il est complètement subordonné à la politique de Trump et par ricochet donc à la politique de Netanyahou. Il suit parce qu'il a besoin de l'accord et plutôt du soutien de Donald Trump. Mais il ne veut pas décevoir donc Donald Trump. Vous avez évoqué la Chine tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'il n'est pas question seulement des États-Unis. En tous les cas, dans la bouche de Jean-Noël Barrot, je vous propose d'écouter le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Le monde qui est en train de se construire, c'est celui d'une rivalité croissante entre deux superpuissances. La superpuissance du XXe siècle, les États-Unis d'Amérique, et la superpuissante émergente, la Chine. Une rivalité croissante qui pourrait, même à un moment donné, donner lieu à des conflits. Et l'important pour nous, au-delà de cette crise dramatique qui traverse le Proche et le Moyen-Orient, eh bien, c'est avec l'Europe, d'ouvrir une troisième voie pour éviter que nous nous trouvions entraînés dans un camp ou dans un autre. Parce que notre vision du monde et notre vision de nous-mêmes, c'est une France et une Europe forte et indépendante qui est capable de résister à la tentation qui sera celle de ces deux grandes superpuissances d'emmener avec elles, dans leur rivalité et leur conflictualité, le plus grand nombre de pays possible. Jean-Noël Barrot, notamment face à Pierre Aski, c'était chez nos confrères de France Télévisions lors d'une émission spéciale il y a quelques jours. Le député est toujours avec nous, Marc Botenga, en direct de Bruxelles. Comment vous positionnez, vous, par rapport à d'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine? Quelle voie pour l'Europe selon vous? Mais l'Europe doit doit se lier, développer ses liens avec toutes ces nouvelles puissances émergentes. Évidemment, nous devons avoir de bonnes relations avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil, si on veut exister et si on veut un monde multipolaire, pas un monde divisé en camps. Mais ça va vouloir dire que l'Europe doit être conséquente en matière de droit international. Et là, par exemple, M. Barrot, quand il va serrer les mains, sourire avec des responsables israéliens, dont le Premier ministre est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, il sape en fait cette crédibilité européenne sur la scène internationale. Quand l'Europe peut condamner un manque de démocratie, manque de droits des femmes, violation des droits des femmes en Iran, mais ensuite va dire que les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats, où il n'y a pas d'élection, il y a toutes les violations des droits humains et des droits des femmes possibles, sont des bons partenaires, forcément la crédibilité européenne sur la scène internationale dans les pays du Sud s'en trouve gravement attaquée, sapée. Et donc aujourd'hui, si nous voulons en tant qu'Européens jouer un rôle, il faut d'abord regagner une crédibilité. Donc et dire non, nous n'invoquons pas uniquement le droit international, les droits humains quand ça nous convient. Ouais, Marc Botenga qui insiste donc sur la diplomatie et de renoncer effectivement à des analyses à géométrie variable, des prises de position. Quels sont les moyens, les forces de l'Europe pour peser entre la Chine et les États-Unis notamment ? Alors, je pense qu'on sous-estime assez souvent les moyens qu'on a en Europe. Donc, évidemment, d'un point de vue militaire, l'Europe n'a pas les mêmes capacités comme les États-Unis ou la Chine, mais c'est quand même le marché intérieur le plus important du monde. Et avec cela vient une puissance commerciale assez importante. Et je pense qu'on l'a vu aussi, par exemple dans les tensions transatlantiques autour de Groenland, où les Européens ont menacé d'utiliser l'instrument anti-coercition contre les États-Unis. Et je dirais que c'était une dissuasion assez efficace contre les États-Unis. Et d'ailleurs, on apprend, selon un média danois qui s'appelle DR, on apprend, selon des sources citées par ce journal, qu'il y avait des explosifs de la part de militaires danois, notamment destinés à détruire les pistes d'atterrissage des aéroports de Nuuk et de Kangerlussuaq. Il y avait même des poches de sang de prévues. Il y avait tout un processus guerrier pour empêcher les Américains d'arriver. C'est l'Europe qui montre ses muscles. Moi, je ne peux pas me prononcer sur ce fait précisément, mais je pense en Groenland, on a vraiment vu que les Européens ont tiré les lignes rouges. Ouais. Et on dit on va aller jusqu'à ces points et on ne va pas aller plus loin. Et c'était aussi le point, je pense, où les États-Unis se sont rendus compte
que l'Europe a des moyens qu'il peut mobiliser, qu'il y a des points qu'il peut utiliser pour exercer de la pression sur les États-Unis. Et une chose qui en fait partie, par exemple aussi, ce sont les bases militaires américaines en Europe. Et ça se voit aussi dans le contexte actuel avec l'Iran, que si les Européens refusent l'accès pour les Américains, ça ne les rend pas très contents, pour être diplomate. Le Groenland, un déclic? Oui, c'est l'équivalent d'un moment Spoutnik, comme on dit, un réveil géostratégique, géopolitique pour les Européens. Je suis toujours très gêné quand on parle d'Europe en matière de défense, parce que l'Europe, c'est une expression géographique, et il faudrait parler d'Union européenne. Parce que l'Europe, c'est l'expression géographique. Est-ce que vous mettez les Britanniques dedans, qui ne font plus partie de l'Union? Est-ce que vous mettez la Turquie dedans? Est-ce que vous mettez la Norvège? Est-ce que vous mettez d'autres pays? Donc le réveil, en réalité, c'est le réveil des États membres de l'Union européenne, des États européens. C'est ça ce dont on parle actuellement. Et oui, c'est un moment de réveil. Je rappelais tout à l'heure l'expression du Premier ministre canadien « rupture ». C'est peut-être la paille qui fait casser le dos du chameau, comme disent les anglophones. Mais c'est certain qu'on est arrivé, voilà, depuis le temps qu'on dit « Ah, mais ils vont pivoter pour l'Asie, ils ne veulent plus s'intéresser à l'Europe en tant qu'expression aux États membres européens ». Là, on y est arrivé, on est au bout du bout, quoi. Monsieur le député, il nous reste un peu moins d'une minute. Une question très rapidement, s'il vous plaît, pour vous, sur ce que j'évoquais. Évidemment, ça demande à être confirmé, mais une opération militaire pour détruire des aéroports au Groenland et empêcher un débarquement, vous n'êtes pas un va-t-en-guerre, vous, mais vous applaudissez là encore? Ou pas? Tout d'abord, c'est vraiment une information à confirmer ou pas, donc je ne vais pas me prononcer sur quelque chose qui est pour l'instant entièrement hypothétique. Moi, ce que je pense, c'est que ces conflits-là doivent se résoudre par la diplomatie et que personne ne croit qu'on va partir en guerre contre les États-Unis, comme d'ailleurs contre aucun autre pays dans le monde, ça devrait être le cas. Bon, vous êtes en tout cas cohérent, voilà, sur le pacifisme de Marc Botenga, député européen du groupe de gauche. Merci beaucoup à vous, monsieur le député. Merci beaucoup, Frédéric Moreau, pour votre éclairage. Et merci Gesine Weber également pour votre décryptage ce soir en direct sur TV5 Monde.